Merci à tous pour, votre participation à ce webinaire qui est, consacré, aux appels IHI. Vous savez, il y a 6 appels qui sont lancés actuellement. Donc l'idée, de ce webinaire, c'est pas de vous faire, une présentation exhaustive des appels, mais c'est plutôt de faire un focus sur, des retours d'expérience. Donc on va quand même vous faire une présentation de IHI, mais l'idée ensuite, c'est vraiment de focaliser sur 2 retours d'expérience de personnes qui ont été impliquées dans des projets, IMI. Alors, avant de démarrer, je voudrais juste présenter le point de contact, santé, donc qui organise aujourd'hui ce webinaire. Si vous ne nous connaissez pas encore, donc nous sommes 4 dans l'équipe du point de contact national santé. Donc moi, je m'appelle Virginie Sivan, donc je suis coordinatrice de ce point de contact et je suis également impliquée dans le SRG, donc dans le State Representative Group de IHI. Voilà et donc mes collègues, Catherine Tostin, qui est, en visio et qui animera cette réunion avec moi. Il y a, Vania Rosas qui est également, en ligne et Sophie Descamps qui ne sera pas là aujourd'hui. Donc là, vous avez toutes les infos pour nous contacter, pour nous suivre sur LinkedIn, pour nous poser des questions et je vais, maintenant, passer à votre présentation. On va faire un petit slido justement pour savoir qui, se trouve, dans cette réunion, a avec nous. Donc on vous a mis là sur la slide un petit QR code que vous pouvez, flasher dans ce cas-là pour nous donner quelques informations sur vous, pour savoir qui est dans la salle. Catherine, je te laisse la main pour le slido. Oui, merci. Je vais partager mon écran. J'espère que vous avez, toutes et tous pris le code, mais normalement dans ce que je vais partager, on revoit le code. Alors, heu, Mais là, on le voit encore le code, je pense, hein? ouais et après, normalement, vous devez voir la première question qui s'affiche assez net, hein. Le monde académique, pour 67. Les hôpitaux, oui, j'en ai repéré quelques-unes, déjà. Bonjour à vous et pour le moment, on n'a personne du monde industriel, des PME. Bon, la prochaine question. Alors, il faut que j'aille. Ah! Ouh là! Ça bouge, je vais peut-être pas bouger tout de suite. D'accord. Bon, bah, ça reste, assez souvent les hôpitaux, on nous met, hein, dans le monde académique, mais c'est intéressant quand même de faire le distinguo. Je vais juste repasser à la prochaine question. J'espère que vous allez la voir. Ouais. Alors, avez-vous déjà postulé à des appels à projets IMI? Ah bah, voilà. Ah, par contre, moi, on voit pas ton 100. écran. Ah, Ah bon? Ah oui. Ah oui, pardon. non. Alors c'est moi qui fais n'importe quoi. Moi je vois, mais c'est 100 de réponse, mais je vous le partage. Là, vous devez le voir. Hop, voilà. Ah! Non, ça a bougé, on a moitié-moitié. OK et la prochaine question, je pense que je peux passer à la prochaine question et dernière question. Alors là, il y a beaucoup plus de lecture. En fait, j'ai remis l'ensemble des calls qui vont être ouverts là incessamment sous peu. Et c'est de savoir si vous le savez déjà, hein, où, vous voulez vous positionner dans les premiers appels à projets IHI. Et donc il y a 6 appels à projets si je ne m'abuse et je vous ai mis une dernière petite question. Je pense qu'il faut dérouler. Vous avez moyen de dérouler, parce que peut-être que en fait, vous voulez pas forcément vous positionner sur les premiers appels et voilà. Aucun de ces appels à projets pour le moment. Enfin, je c'est ce qui s'affiche, mais peut-être que ça va évoluer.
Ça n'a pas l'air d'évoluer. OK, donc ça veut dire qu'on Mais pour le moment, j'ai un seul participant. Alors peut-être que, des personnes n'ont pas forcément, appuyé sur, enfin en tout cas choisi, ou dit quel type, quel call précisément, sur quel type de call ils veulent aller. Voilà. Ou peut-être que vous voulez pas vous prononcer du tout. C'est possible. OK. Dans tous les cas, ça donne un premier aperçu donc bon, bah, de toute façon, on va vous donner toutes les informations nécessaires justement pour une participation, là, pour ces appels ou pour une prochaine participation. Je te rends la main, Virginie. OK. Normalement, c'est bon. Hem, alors je vais repartager, c'est en train de charger. Ah non, alors Si on voit la présentation, Virginie. ouais, mais moi je la vois pas. Enfin moi je la Oh, vois en mode grille. Alors attends. Voilà. Alors, donc on va démarrer cette présentation. Donc l'idée, donc c'est de vous faire une rapide présentation de IMI et puis ensuite on aura des retours d'expérience, de 2 personnes qui ont participé à des projets IMI, Thomas Bourgeron de l'Institut Pasteur et Ashley Nicolet de la société, Hawkin. Donc on va démarrer tout de suite avec la présentation de IHI. Pour vous rappeler qu'IHI, c'est un partenariat qui est inclus dans le cluster santé, d'Horizon Europe, et c'est un partenariat qui fait partie des 9 partenariats aujourd'hui qui, seront mis en place sur la période 2021, 2024. Donc là, IHI démarre cette année. Donc vous avez vu, il y a une grosse campagne de communication en fait, de la part d'IHI. C'est pour ça que l'idée aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans les détails, mais c'est vraiment plutôt vous donner, des informations complémentaires et puis rassembler un petit peu toutes les infos qui ont été, présentées dans les différentes présentations d'IHI. Donc IHI, c'est un partenariat public-privé, donc contrairement au précédent programme qui s'appelait IMI, donc IHI, c'est Innovative Health Initiative, donc le précédent programme IMI était un partenariat entre la commission et les industries pharmaceutiques. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Vous voyez, il y a différents secteurs, hein, industriels, de médicaux qui sont impliqués dans ce partenariat. L'objectif, de partenariat, il est plus large que IMI, c'est vraiment, la transformation de la recherche et l'innovation en matière de santé au bénéfice du patient. C'est-à-dire que le patient est vraiment au centre, de la recherche qui va être faite. L'objectif, c'est de délivrer des innovations de santé qui couvrent l'ensemble du spectre des soins. On n'est plus seulement sur la partie médicaments, mais vraiment on va de la prévention au diagnostic et jusqu'au traitement. Et puis évidemment, rendre les industries européennes santé plus compétitives, mais de manière, globale, donc pas que les industries de santé. Le budget de IHI, c'est 2,4 milliards sur toute la durée d'Horizon Europe, donc avec 1,2 milliard qui sont apportés par la Commission européenne et le reste par les industriels. J'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, on y répondra au fur et à mesure, sinon vous pourrez poser des questions, après.
Donc ce qui reste la même chose par rapport à IMI, c'est qu'on est, dans un budget, qui vient de la Commission européenne et des industriels, qu'on reste sur des, appels à projets ouverts et compétitifs et ce qui change, c'est que vous voyez qu'effectivement le scope est beaucoup plus large. Il y a un nouvel agenda stratégique de recherche et d'innovation. Il y a une nouvelle gouvernance qui inclut un panel qu'on appelle le Science and Innovation Panel qui est constitué à la fois de scientifiques et puis de représentants, d'un certain nombre de parties prenantes et qui va pouvoir influer sur les appels à projets, avec les industriels. Hem, voilà et donc on va avoir 2 types d'appels, des appels en une étape et des appels en 2 étapes. Donc ça, c'est nouveau, dans EMI, on avait surtout des appels en 2 étapes. Alors ici, vous avez la liste, des appels qui sont aujourd'hui publiés sous forme de draft, qui sont publiés depuis, avril. Donc il y a 4 appels en une étape et 2 appels en 2 étapes. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des drafts, et que donc là, dans les jours qui viennent, ils vont être publiés sur le, Funding and Tender portal, donc le portail, européen de la Commission européenne et donc ils seront publiés au même titre que, tous les appels à projets d'Horizon Europe. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre, il y a 2 topics, qui sont plus orientés cancer, un topic plutôt neurodégénératif, un topic sur les datas de santé, un topic, sur les maladies cardiovasculaires et puis, un autre topic sur les outils pour sur la méthodologie pour l'étude de faisabilité, précoce. Voilà, alors si on regarde un peu plus dans le détail les appels en une étape, encore une fois, l'idée c'est pas de rentrer dans le détail des projets. Je vous ai mis ici les budgets en fait qui sont associés à chacun des topics. Donc là, on est sur les appels en une étape. Donc les budgets qui sont indiqués là, ce sont les budgets qui sont apportés uniquement par, IMI. Donc on n'a pas, normalement les industriels, vont mettre, l'équivalent, hein, la contrepartie 50 sur chacun des appels. Mais pour l'instant, tout ça, ce sont des données, préliminaires. En fait, ce sera vraiment gravé dans le marbre quand les appels seront publiés de manière définitive. Donc, vous voyez, pour le premier appel, on a 15 millions d'euros et pour les autres appels, on a 40 millions d'euros. Alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la manière dont fonctionnent les appels en une étape. Donc, au niveau de la définition des topics, les appels en une étape, heu, sont, donc il y a effectivement un input des industriels, mais il y a aussi, intervention de ce fameux panel, Science and Innovation qui peut être force de proposition aussi pour ces appels en une étape. Une fois que l'appel est publié, eh bien, tout le monde peut y répondre, c'est-à-dire que, l'idée, c'est que se forme un consortium à la fois d'académiques et d'industriels impliqués dans IMI, et ensuite le projet va être évalué donc en une seule fois, en fonction du classement, il pourra y avoir plusieurs projets qui seront, sélectionnés. Alors, pour aller plus loin dans les règles de participation, eh bien toute, entité légale peut participer, à ce type d'appel. Comme dans les règles classiques d'Horizon, Europe, il faut forcément qu'il y ait 3 entités, indépendantes issues de pays membres ou de pays associés, dont au moins une qui appartient à un pays membre. Et puis alors, il faut faire attention pour les appels en une étape, il y a une règle qui est très importante et qui est vraiment spécifique aux appels en une étape, c'est que dans chaque, proposition, il faut qu'il y ait une contribution en in-kind, des partenaires, industriels et il faut que cette contribution, soit de 45 de, la totalité du budget du projet. Donc
ce qu'on appelle in-kind, ce sont les ICOP, les ICA ou les financial contributions. Je vais vous donner la définition ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais les ICOP, c'est, les contributions aux activités opérationnelles, c'est-à-dire que, c'est tout ce qui est in-kind qui va se rattacher directement aux activités du projet. Les ICA, ce sont les In-Kind Contribution to Additional Activities, donc ce sont des activités qui ne sont pas directement liées au projet, mais qui vont par exemple avoir un lien, par rapport à la, dissémination ou à la durabilité en fait de ce qui va être, produit. Donc, et puis ensuite il y a la contribution financière. Les industriels peuvent également, contribuer en cash, sur ces appels-là, sur ces projets. Et en termes d'éligibilité, pour le financement, eh bien, donc vous voyez que, tout le monde est éligible, donc les académiques, mais aussi, les partenaires, privés, à la fois les PME, mais aussi les entreprises, plus importantes. Toutes ces entités sont éligibles à partir du moment où évidemment elles font partie d'un État membre, d'un État associé ou alors d'un pays, à faible ou moyen, revenu. Mais là, on est toujours sur les mêmes règles, qu'Horizon Europe. Donc en gros, les grandes caractéristiques à retenir, c'est que les appels en une étape, c'est des topics qui sont très larges. Hem, Tout le monde, postule en même temps, à la fois les partenaires privés et les partenaires, publics, dans un seul consortium qui se constitue tout de suite et qui est évalué, en tant que tel. Tout le monde peut recevoir du financement. Par contre, les industries pharmaceutiques ont décidé qu'elles ne demanderaient pas de financement sur ce type, d'appel à projet. Mais sinon, les autres industriels peuvent demander, du budget. Et très important, hein, il faut vraiment penser au moment de la construction du projet, à ce que, il y ait, une contribution in kind de 45 dans le cadre du projet, donc 45 in kind par les industriels. Donc c'est vraiment une règle d'éligibilité. Donc si vous ne, respectez pas cette règle-là, votre projet ne sera pas éligible. Donc, attention, c'est un point très important et c'est vraiment le point nouveau dans IHI. Donc, voilà, il faut vraiment y faire attention. Au niveau du calendrier, donc je vous l'ai dit, hein, le lancement des calls là devrait arriver, très rapidement et la deadline ce sera, la fin du mois de septembre. Hem, voilà, donc ça c'est pour les appels en une étape. Les appels en 2 étapes, donc on a 2 appels à projets en 2 étapes. Donc ça on est un peu plus habitué. Dans IMI, on avait ce même type, d'appel à projets. Donc là il y a 2 topics, il y en a un orienté sur le cardiovasculaire, avec le développement d'outils, pour le diagnostic, précoce, mais aussi pour le développement de biomarqueurs pour, évaluer les changements dans le risque et suivre les différentes réponses aux interventions, par exemple. Donc ça, c'est un topic, sur lequel il y a un budget donc apporté par IHI qui sera de 12,5 millions d'euros. Et donc on a une durée, de projet. Les projets devront durer, 48 mois. Encore une fois, c'est indicatif, hein. Et le deuxième topic, c'est sur le développement d'un cadre méthodologique pour les études de faisabilité précoce, avec le développement de cas d'usage justement pour valider cette méthodologie. Donc ici, on a aussi un budget de 12,5 millions d'euros avec une durée indicative de 48 mois. Alors, faire attention, pour ces appels-là, il y aura un seul projet qui sera sélectionné par topic, ce qui n'est pas le cas, hein, pour les appels en une étape. Et donc ces appels en 2 étapes fonctionnent différemment. Donc vous voyez que, les topics ici, sont vraiment définis par, les consortiums, par le consortium, d'industriels. Il peut ensuite il y a les advisory group de IHI sont consultés, mais par contre, ils ne sont pas force de proposition en fait sur ces appels. Donc
En 2 étapes, ce qui signifie que, donc il y a un groupe d'industriels qui est constitué, qui est intéressé, qui a écrit l'appel et qui est intéressé par l'appel et donc pour répondre à cet appel à projet, il faut que vous, construisiez un consortium, qui, va être constitué d'académiques, d'hôpitaux, d'agences réglementaires, de PME, et jusqu'à, des industriels qui peuvent aller jusqu'à, donc des sociétés, qui ont un chiffre d'affaires de moins de 500 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est quand même assez large. Et ensuite, ces, consortiums seront évalués. Celui qui sera retenu, devra monter, donc lors de la deuxième étape, un consortium avec, le consortium d'industriels qui a écrit l'appel. Ce deuxième consortium complet sera à nouveau évalué et s'il est, évalué positivement et bien dans ce cas-là, il pourra être lancé. Donc les règles d'éligibilité, alors, donc l'éligibilité, elle est toujours la même que pour celle des premières étapes, hein, toutes les entités peuvent postuler. En revanche, au niveau de l'éligibilité au financement, eh bien là, c'est un peu différent. Vous voyez que Heu, toutes les, donc à la fois les non-profit organizations et puis les profit organizations peuvent, postuler. En revanche, ne sont pas, éligibles, les industriels qui ont, contribué à l'écriture du projet, et puis également les industriels dont le chiffre d'affaires est supérieur à 500 millions d'euros. Sinon, les autres sont éligibles pour financement. Donc en fait, les grandes caractéristiques de ces appels en 2 étapes, c'est que ce sont des topics qui sont déterminés par les membres du privé. Donc il y a le premier consortium qu'on appelle le consortium académique, mais dans lequel il peut y avoir des PME et des ETI, qui ensuite va travailler avec le consortium des industriels qui ont écrit l'appel. Et important, hein, dans le financement, on rappelle que les industriels qui ont écrit l'appel ne peuvent pas être financés et que les sociétés qui peuvent être financées sont celles qui ont un chiffre d'affaires, inférieur à 500 millions d'euros. Au niveau des dates, donc la même chose, hein, les appels seront lancés de manière définitive mi-juin avec donc une deadline fin septembre et la deuxième étape se fera à la fin, du mois de février. Sachant que pour les premières étapes, vous aurez une réponse, fin novembre. Alors, je vous ai mis 2 slides, parce que hier j'ai assisté à une présentation d'IHI et ils insistaient sur l'importance de la participation des PME. Et donc dans ces 2 slides, vous voyez, en fait comment, la participation des PME est attendue dans les, 2 appels, en 1 et 2 étapes. Donc ici, je ne vais pas le détailler, mais en tout cas, les slides, permettent de voir en tout cas où sont attendus les PME. Sachant qu'évidemment, hein, là on parle des PME, mais tous toutes les entités peuvent, participer évidemment, hein. Alors, une petite slide, qui va servir peut-être d'introduction à nos intervenants sur la manière de trouver des partenaires. Le plus important, c'est toujours votre réseau évidemment, et puis participer aux événements, organisés par IHI. Je vous redonnerai après la liste des événements qui sont actuellement organisés, hein. C'est franchement, il y a vraiment une grosse campagne de communication, donc n'hésitez pas à participer et justement, c'est là où vous pourrez identifier les partenaires, qui peuvent vous intéresser. Utiliser les médias sociaux aussi, et puis une fois que les appels seront publiés définitivement, et bien, vous aurez la possibilité aussi sur le Funding and Tender Portal de publier une offre, d'expertise. Voilà, donc là, vous avez le lien vers, IHI qui vous donne d'autres, trucs pour, trouver des partenaires. Et je vous rappelle que toutes les infos sur les appels IHI sont, vous pouvez les retrouver sur ce lien-là avec ici, vous avez l'ensemble des réunions qui sont organisées. Pour chaque appel à projet, IHI organise un webinaire spécifique dans lequel vous pouvez poser toutes les questions, que vous souhaitez et vous pourrez également identifier des appels. Vous avez également des webinaires sur les règles de participation, donc n'hésitez pas à y participer et
évidemment, vous pouvez nous contacter, sur cette adresse, là. Si vous avez des questions, particulières, nous, on a un rendez-vous dans le cadre de du groupe des États membres. On a un rendez-vous avec IHI la semaine prochaine, le 22. Donc si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous les transmettre via, le lien, pcnsanté@recherche.gouv.fr. Comme ça, nous, on pourra les poser directement, à IHI la semaine prochaine. Voilà, donc c'était un aperçu, un peu, global pour vous brosser un peu le tableau des appels qui sont, ouverts et qui vont s'ouvrir de manière définitive là, au mois de juin. Et maintenant nous allons donner la parole. Alors j'ai pas vu de questions, je ne sais pas s'il y a des questions, Il n'y je vais avait peut-être attendre. aucune question. OK. D'accord. Et ben donc le mieux, c'est de passer, au retour d'expérience. Donc on est, très heureux d'accueillir, aujourd'hui donc, 2 personnes qui ont été impliquées et qui sont toujours impliquées dans des projets IMI. Donc on vous parle des projets IMI, hein, parce qu'évidemment on n'a pas encore de projet, IHI. Donc on est très heureux d'accueillir Thomas Bourgeron de l'Institut Pasteur, qui va nous parler de son expérience dans un projet, sur l'autisme, et je crois qu'il fait l suite à un projet qui avait déjà été financé dans le FP7. Donc Thomas Bourgeron, je vous laisse la parole. Ah, super. Merci. Merci beaucoup, beaucoup de cette invitation. Et donc, en 2 mots, si vous voulez tout savoir, sans ce projet, ma recherche ne pourrait pas avancer du tout, mais zéro. Bon, pour plein de raisons, parce que pour travailler sur l'autisme en France, c'est quand même un peu compliqué, et sans ce projet-là, ce n'était pas possible. Donc, c'est tout. Et en plus, le partenariat avec les pharma a été beaucoup plus positif que j'aurais pu imaginer. Donc, je vous ai juste fait, je pourrais parler 2 heures de ce projet, donc vous allez devoir me stopper un moment. Mais j'ai fait trois points. Le premier, c'est un petit peu de background sur l'autisme. Le projet M2 Trials et si on a le temps, des exemples de résultats. Donc, on travaille sur l'autisme. Et l'autisme, donc ça va être un mix de diapos françaises et anglaises, je suis désolé, mais donc, c'est 2 critères diagnostiques, c'est des problèmes d'interaction sociale et des stéréotypies. Et le langage n'est plus vraiment dans les critères diagnostiques parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment non-verbales et puis d'autres qui parlent. Il y a plus de garçons que de filles, on ne sait toujours pas pourquoi. Enfin, je pourrais en parler de nouveau pendant 2 heures. On appelle en tout cas, j'ai tendance à dire autism plus parce que l'autisme est très différent d'une personne à l'autre, et plus parce qu'il arrive rarement isolé. Il y a souvent de la déficience intellectuelle, des problèmes beaucoup de problèmes sensorimoteurs qui ont été complètement négligés, de l'épilepsie. Et c'est quand même un problème de santé publique parce qu'il y a à peu près plus de maintenant de 1% de la population qui pourraient recevoir un diagnostic d'autisme, avec très très peu d'inclusion. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et donc, mon laboratoire, il est à l'Institut Pasteur, mais je suis professeur à l'Université de Paris, Cité. Et je dis toujours que la porte de mon laboratoire, c'est à l'hôpital, dans un service incroyable de Richard Delorme à l'hôpital Robert Debré, où il y a toute une équipe de cliniciens. Mais alors vraiment, vous allez voir que le projet M2 Trials, et c'est ça, on avait déjà fait ça un peu en France, mais ça s'est élargi avec l'Europe. C'est vraiment des compétences qui travaillent ensemble. Donc, c'est des cliniciens, des généticiens, des gens qui travaillent sur l'imagerie. Et donc, on explore ces enfants, mais aussi les parents, les frères et sœurs qui ne sont pas autistes. Et puis, les données arrivent au laboratoire, les données génétiques d'imagerie, on fait des petites souris. Et donc, on a plusieurs projets européens, et donc un qui a commencé en 2012, c'est une version qui s'appelait EUMS, qui était une des premières vagues, si ce n'est pas la première IMI. Et là, en 2017-2018, il y a eu un renouvellement de EUMS en EMS2 Trials, avec, donc, vous connaissez les systèmes IMI, avec 1 euro de l'Europe et 1 euro des pharma. En tout cas, c'était comme ça à l'époque. Et c'est un projet qui a permis d'avoir des spin-offs. Donc, il y a Candy, qui était un projet H2020 qui s'est greffé à ça. Et je viens d'avoir un projet qui s'appelle R2D2 Mental Health,
qui est aussi greffé à M-Structurals. Donc, vous voyez que c'est un point majeur. Donc, la stratégie, et c'est celle de mon laboratoire, mais c'est celle qui est utilisée par le projet M-Structural, c'est au lieu de dire autisme oui ou non, c'est vraiment d'essayer de comprendre cette diversité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de généticiens, d'imageurs, de cliniciens, toutes les... et même des personnes autistes. Et vous allez voir que c'est un point extrêmement important dans la nouvelle version de M-Structurals. Donc, il y a des gènes impliqués dans l'autisme. Il n'y a qu'en France, on pense que ça n'existe pas. On a identifié, donc, en fait, à l'Institut Pasteur, les premiers gènes il y a 20 ans. C'était des gènes qui étaient à la synapse. Et depuis, on a de plus en plus de gènes qui sont à la synapse, qui sont impliqués dans l'autisme. Et donc, on a plusieurs formes d'autisme. On a des formes où les parents n'ont pas de mutation, l'enfant a une mutation. Et ça, c'est ce qu'on appelle une forme très monogénique. Et puis, des formes très polygéniques où on a plutôt beaucoup de variants entre vous et moi. On a à peu près 3 millions de variants génétiques et ils peuvent s'accumuler. Certaines variants peuvent s'accumuler chez l'enfant et faire que la personne est autiste. Alors, je suis désolé, hein, ça va très vite, mais c'est juste pour vous donner un peu un aperçu. Donc, actuellement, en 2022, si on fait un génome, on a à peu près 10 à 20% des formes pour lesquelles on sait qu'il y a un gène connu, bien répertorié. Et en particulier pour l'autisme avec déficience intellectuelle, on arrive maintenant à 30-40% des formes pour lesquelles on a déjà une forme bien connue. On a pour la moitié des enfants et des adultes un bon candidat, un gène, mais pour lesquels on n'est pas totalement rempli. Et donc, le projet M-Structural s'adosse un peu sur ces premiers résultats qu'on a reçus. Et donc, pour ces formes dont on ne connaît pas encore les causes, où on pense qu'il y a des gènes, hein, mais que l'architecture génétique est beaucoup plus compliquée, on a besoin de grandes cohortes. Mais surtout, on a besoin maintenant de cohortes vraiment haute couture, c'est-à-dire vraiment de comprendre quels sont les faits des gènes pour pouvoir faire des interventions ciblées. Et donc, j'arrive à M-Structurals. Désolé pour ce petite voilà, introduction. Donc, M-Structurals, c'est tout d'abord des personnes. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est pour tous les projets et tout ce qu'on fait dans la vie, c'est l'histoire de personnes. Mais donc, Declan Murphy, qui est le coordinateur pour la partie académique, est incroyable. Il est au King's College et il a pu mettre ensemble des gens qui font de la psychiatrie, de la psychologie, de la génétique, des souris. Voilà. Donc, et ça a été un talent incroyable. Donc, le site web est vraiment bien. Je vous invite à aller voir. Donc, il y a beaucoup de choses. Je vous ai fait quelques captures d'écran. Donc, ça, c'est les universités. Le partenaire, le PI des partenaires pharma, c'est Roche et c'est Chris Chatham, dont je vais parler juste après. Et donc, il y a beaucoup de groupes en Europe. Il y a quelques collaborations plus étroites avec en particulier une cohorte en Afrique du Sud et puis d'autres pays. Et donc, un point que je ne dois pas oublier, c'est que depuis M-Structurals et depuis quelques années, on travaille de plus en plus avec les personnes autistes, avec les familles, pour faire une recherche participative. Et ça, c'est vraiment un point où M-Structurals a été incroyablement actif. Donc voilà les personnes. Il y a Declan qui est vraiment qui a monté UMS, qui a monté M-Structurals et qui est vraiment impressionnant. Il y a Chris Chatham qui a repris, donc depuis quelques années, il est à Roche et vraiment, il fait un boulot de dingue parce que vous savez que les pharma ont quand même pas mal déserté le cerveau du fait de sa complexité, du fait de plein de choses, j'imagine, économiques. Mais Roche est vraiment soutient énormément le projet, c'est vraiment super. Et puis, donc, un des succès aussi, des clés des succès de ces projets, c'est d'avoir une bonne organisation. Et donc, on a fait appel à Arctic pour mettre en place ce projet. Donc, le funding, au départ, c'était 55 millions d'euros. Donc, c'est un des plus gros, je crois, et à EMI à l'époque.
Je ne sais plus combien on a de partenaires. Voilà. Et donc, et petit à petit, on a pu récupérer des financements évidemment des pharma, mais aussi d'autres projets européens et d'autres grandes. Par contre, pas aucune grande nationale. Ça fait 6 ans que mes projets à l'ANR sont jetés à la lettre d'intention. Donc, pour vous dire un peu que l'Europe, pour moi, s'il n'y avait pas l'Europe, je ne pourrais pas travailler. Mais ça, c'est un petit détail de ma vie scientifique en France. Les publications, donc il y a eu beaucoup de publications, évidemment, qui ont eu donc une cinétique assez intéressante parce que tout le premier AMI a été la collecte des données. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand on se lance dans un AMI, ou un IHI maintenant, c'est qu'il y a un temps de latence de collecte des données qui est vraiment importante. Mais si on veut vraiment impacter dans la recherche, là, c'est des collectes de données sur des patients où chaque patient ou chaque participant, qu'il soit neurotypique ou autiste, a de l'imagerie. Et donc, de l'imagerie, c'est de l'IRM, de l'EEG, de la génétique, de la psychologie. Tout ça, ça prend du temps. Et il n'y a pas tout de suite les publications qui arrivent. Mais par contre, quand elles arrivent, c'est vraiment des publications qui voient toutes les facettes de l'autisme. Donc, le dernier papier, je peux vous en parler, c'est un papier qui vient juste de sortir là, où on regarde l'hétérogénéité phénotypique de l'autisme. Mais voilà. Donc, voilà un peu pourquoi ça a été un projet qui a commencé avec toute cette collecte de données. Des données donc, chez des enfants qu'on appelle des enfants à haute probabilité d'être autistes, c'est-à-dire c'est des enfants qui viennent de familles où il y a déjà un enfant autiste. Et la récurrence, c'est à peu près 20 à 30% d'avoir un deuxième enfant. Et donc, il y a eu ces études qu'on appelle les baby SIBS, où on va regarder l'enfant qui naît et on va le regarder très très tôt pour voir des signes précoces d'autisme. Il y a des adolescents et des adultes, donc ça s'appelle la cohorte LEAP, où on les voit de 6 ans à 30 ans, où on les voit, on est à la 3e vague. Donc c'est vraiment des études longitudinales un peu accélérées, parce qu'on est quand même sur des temps pas très, très grands, mais on a comme ça une stabilité des données qu'on peut tester. Et puis récemment, donc pour EMS2 Trials, on avait ce gap, on avait des enfants entre 0 et 3 ans, on avait des adolescents adultes entre 6 ans, enfin des enfants de 6 ans à 30 ans, et on n'avait pas d'enfants entre 3 ans et 6 ans. Alors, et donc, je peux parler pendant 2 heures de cette cohorte. Et ce qui n'est pas la cohorte la plus simple, parce qu'en fait, avant 3 ans, les enfants font plus ou moins ce qu'on leur demande de faire. Après 6 ans, plus ou moins aussi. Mais entre 3 et 6 ans, je peux vous assurer que c'est quand même hyper compliqué comme cohorte pour les faire rentrer dans l'IRM, pour faire. Voilà. Donc, tout ça, c'est mais voilà, elle est actuellement en cours et on espère avoir des résultats, parce que c'est une période évidemment du développement de l'autisme qui est très très important. Voilà, dans mon laboratoire, j'ai 2 rôles principaux. Le premier, c'est que c'est nous qui avons développé la base de données. Donc, vous imaginez toutes les données qu'il y a. Il faut bien les ranger parce que sinon, ça ne sert à rien. C'est tout l'argent. En fait, il y a des publications, mais ça, c'est 2 pages PDF dans un journal. C'est toutes les données qui sont les plus importantes pour que nous, on puisse les analyser, mais aussi qu'on puisse les partager après à d'autres scientifiques, médecins. Donc, on a mis en place à Pasteur une base de données qui s'appelle Oway, qui permet de gérer toutes ces données. Et quand je vous dis toutes ces données, c'est vraiment très, 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 très hétérogène. Je l'ai dit, de la génétique, de l'imagerie, des données cliniques. Il y a évidemment, c'est des personnes, donc il y a toute une partie de pseudo-anonymisation qui doit se faire. C'est des consentements dynamiques, donc si les personnes ne veulent plus participer à l'étude, on peut tout de suite, évidemment, les retirer de l'étude. Et voilà, donc tout ça, ça s'est mis en place. Et je peux vous dire que ce n'est pas simple, c'est 2 diapos, mais derrière, vous imaginez le travail que c'est. Et donc, mon travail, donc, si je peux m'arrêter, mais si vous voulez quelques résultats, je ne sais pas où est-ce que j'en suis. J'en suis à 10 minutes, je peux encore parler 5 minutes ou pas?
Oui, Ah oui? oui, 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 puis Ok, il y a merci. des questions là qui commencent à arriver aussi. Ah, ok, super, super. Eh ben, donc 5 minutes pour vous donner 2 résultats qu'on a eu récemment. C'est ce papier donc avec Varun et Simon. Donc pour vous donner un peu l'idée, c'est qu'il y a effectivement des gens qui ont des mutations assez fortes où uniquement une mutation semble déclencher l'autisme. Et donc, je vous ai dit, des fois, des formes beaucoup plus polygéniques où c'est l'accumulation de beaucoup de variants qui vont donner un autisme. Donc ça, pour ces variants, on connaît de mieux en mieux les gènes. Maintenant, il y a des listes de gènes qui ont été faites et on a fait un site web à Pasteur pour mettre tous ces gènes. Et puis, il y a les formes polygéniques où là, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est beaucoup plus complexe. C'est une autre culture, donc c'est beaucoup plus des stats quantitatives avec des GWAS, et tout ça, des analyses de génome complètes. Et donc avec Varun et Simon, au lieu de dire autisme oui ou non, on a pris des données d'énormément de personnes. Vous allez voir 24 000 autistes. Et on a fait des analyses de composantes, enfin, de facteurs. Et puis, on a essayé de retirer quelques facteurs qui nous semblent les plus pertinents. Pourquoi? Parce que si on peut voir qu'un enfant a des scores plus forts sur un certain facteur, on va peut-être intervenir sur ça ou sur ça. Donc, c'est à peu près sur la base de 24 000 enfants et adultes autistes. Et on a pu donc trouver des facteurs comme les sensory motor, l'assistante, enfin la difficulté au changement, le langage idiosyncratique et ainsi de suite, l'automutilation, la communication, les interactions sociales. Et on a pu poser des questions toutes bêtes, mais qui sont importantes. C'est par exemple, est-ce que les garçons et les filles ont des scores différents? Et on voit que les garçons ont souvent des scores plus élevés que les filles, donc de sévérité plus forte. Mais il y a certains facteurs, dont les automutilations, sont plus fortes chez les filles. Et on voit qu'en fait, chez les filles, l'autisme est probablement plus sévère. Et ça, je peux parler de nouveau 2 heures pendant. On pourra discuter si vous voulez. Et donc, on a regardé l'effet de ces mutations de novo. Et on a vu que ces mutations de novo, elles vont en gros surtout casser la cognition. C'est-à-dire qu'elles vont baisser le QI de la personne. Et c'est cette baisse du QI qui va entraîner ces formes d'autisme très sévères. Et puis, on peut regarder les polygenic scores, donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et là, les polygenic scores, en fait, donc on va regarder les gens qui accumulent ces variants à risque pour l'autisme ou pour l'hyperactivité. Et là, maintenant, on peut commencer à voir que le polygenic score de l'autisme touche un peu les scores de sévérité de l'autisme, mais c'est surtout les scores d'hyperactivité, en fait, ou des scores d'autres scores, mais vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous donner un peu une idée de ce que l'on fait. C'est-à-dire que maintenant, l'objectif, c'est d'avoir une carte, vraiment un profil génétique pour chaque enfant et de voir quelles sont ses difficultés, quels sont ses îlots de compétences aussi, et pour avoir les meilleures interventions. Et puis avec Thomas, donc là qui est vraiment directement dans mon groupe, on a regardé cette fois-ci, on a des personnes qui sont mutées et qui vont pas bien, et qui vont vraiment pas bien et qui ont peut-être un diagnostic d'autisme. Et puis d'autres qui seront peut-être un peu moins sévèrement atteints, et puis d'autres, ce que j'appelle les résilients, qui sont mutés et qui ne sont pas malades. Et en fait, le monde médical est évidemment, et c'est tout à fait normal, centré sur les patients, et on oublie qu'il y a beaucoup de gens qui sont exposés au même type de risque et qui ont des facteurs de résilience assez importants et qui permettent de faire qu'ils ne vont pas trop mal. Donc, pour faire cette étude, ça a pris beaucoup d'années, vous imaginez, c'est résumé en une diapo. Mais on a regardé 13 000 autistes et 213 000 personnes de la population générale qui viennent de UK Biobank. Et on a vu qu'on avait certaines personnes qui étaient mutées dans des gènes vraiment impliqués dans l'autisme, avec des mutations, perte de fonction. Et alors, pour certains gènes, on n'a jamais vu quelqu'un de la population générale, et pourtant, on a regardé 200 000 personnes.
Donc, pour ces gènes-là, on a l'impression que quand tu es muté, tu es autiste. En tout cas, tu as une telle chose. Par contre, pour les autres, on a vu ces résilients, ces super-héros qui ont un peu ces mutations et qui ne sont pas malades. Et donc maintenant, on a fait beaucoup d'études et on essaie de comprendre maintenant. Je dis toujours que mes 20 dernières années, c'était de regarder les facteurs de risque. Maintenant, j'essaie de regarder quand même les facteurs de résilience et de voir comment on peut tamponner les effets adverses de ces mutations. Voilà, je vais pas. On a fait d'autres études pour essayer de comprendre où étaient ces mutations. Voilà. Et pour terminer sur M2 Trials, c'est beaucoup d'études, c'est vraiment des expertises très différentes. Et donc, nous, on fait la génétique. Ça, je ne vais pas passer. On rend les résultats génétiques. Et vous voyez, par exemple, c'est une étude qui a été faite avec les imageurs. Donc, ils ne connaissaient rien à l'imagerie, à la génétique. Nous, on ne connaissait rien à l'imagerie. Entre guillemets, on fait de l'imagerie ici. Mais l'idée, c'est qu'ils avaient fait des clusters basés sur l'imagerie. Et donc, on a pu montrer que ces clusters, certains clusters étaient plus enrichis en telle variation génétique. Et on peut maintenant commencer, au lieu de dire autisme oui ou non, d'avoir des autismes type 1, type 2 et ainsi de suite. Et là, c'est un très beau travail avec Luc et Émilie. Vous avez dans le cerveau des régions qui reconnaissent les visages. Et on voit que chez les autistes, il y a un petit délai dans cette onde, N170 pour ne pas la nommer, qui est différente voilà, quand on reconnaît les visages par rapport à un autre objet. Et on a pu montrer que les scores polygéniques corrélaient avec ce délai, ce retard dans les ondes N170. Et donc, vous voyez, c'est des expertises qui ne s'étaient pas vues ensemble. L'imagerie, la psychologie, la génétique, et on ne se tire pas la couverture, on essaye vraiment de comprendre ce puzzle dingue qu'est l'autisme. Il y a tout un travail pour revenir aux parents, aux familles, quand on trouve les mutations, parce que c'est vraiment extrêmement important éthiquement de revenir aux familles. Et donc, c'est organisé avec des cliniciens, généticiens. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cette présentation passionnée et passionnante. Il y a une question dans le chat d'Amandine Guillemois qui nous dit, alors vous pouvez prendre la parole si vous voulez, hein, sinon je lis votre question. Donc merci pour votre présentation. Comment avez-vous convaincu des industriels pharma de cofinancer le projet M2 Trials et quels sont leurs objectifs en contribuant à ce projet sur l'autisme? Alors, merci pour la question. Alors, ce n'est pas moi qui ai dû convaincre, c'est plutôt tout le boulot de Declan au départ. Je ne sais pas comment il a fait, mais ce n'était pas évident, à mon avis, parce que vraiment, c'était en plus à l'époque, et ça reste un peu une époque où les pharma vraiment quittaient le cerveau, avec tous les échecs qu'il y avait. Donc, mais il a réussi. Et alors, un petit point important, c'est que pour M2 Trials, l'Europe nous a demandé d'avoir des biomarqueurs en 3 ans et de faire un essai clinique sur les biomarqueurs en 3 ans. Et là, je me suis dit, mais qui est la personne qui a pensé à nous donner ça comme objectif? Parce que c'est un truc qu'on attend depuis 50 ans dans l'autisme et il fallait le faire en 3 ans. Et donc, je trouvais ça complètement dingue, personnellement. Mais en même temps, j'essaye d'être toujours positif. Et en fait, ça a changé un peu les choses. C'est-à-dire que le fait qu'ils nous demandent d'avoir un biomarqueur, ça a changé totalement notre vision de l'autisme. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on essaye de stratifier cette population. C'est ce qu'on faisait déjà au laboratoire. Mais le nombre de papiers sur l'autisme où on a un overlap comme ça avec une p-value à 0,05 et les chercheurs adorent avoir des p-values en dessous de 0,005. Mais en gros, ça ne change pas grand-chose pour les autistes. C'est-à-dire qu'il y a un tel chevauchement entre les autistes et les témoins que ça peut peut-être aider à la compréhension, mais en termes de translation clinique, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, ça nous a obligés, cette collaboration avec les pharma, de se dire, voilà, on ne va peut-être pas parler d'autisme, on va parler vraiment des différentes formes d'autisme. Et déjà, si on arrive à se ratifier, c'est bien.
Et donc là, par exemple, en tout cas mon groupe, ça fait très longtemps que j'essaye de stratifier sur la génétique. Et donc, on a fait les premiers essais. Là, on a un essai en cours qui est indépendant de l'IAMIN, mais qui est sur les patients qui sont mutés dans un gène que j'ai identifié qui s'appelle SHANK3 et pour lequel on essaye voilà, d'améliorer ces enfants. Mais donc, je ne sais pas quel argument il a utilisé, mais en tout cas, cette collaboration se fait vraiment. Enfin, et là, Roche va financer une cohorte Gene First, c'est-à-dire une cohorte de patients qui sont déjà mutés. Enfin, déjà, on sait que la mutation. Et donc, on va avoir comme ça une possibilité de recontacter ces patients pour aller faire des essais cliniques plus ciblés. Merci. Juste pour ajouter un mot sur en fait, les industriels sont à l'origine, des appels à projets. C'est, les industriels qui discutent entre eux et pour IMI qui sont, c'est eux qui lancent les appels à projets. Donc en fait, quand ils lancent un appel à projet, ça veut dire qu'ils sont intéressés par l'appel et donc évidemment, ils vont être, impliqués, de manière forte ensuite dans cet appel à projet. Et moi, je me posais une question. Parce que vous disiez en fait que vous étiez, enfin que la enfin finalement votre financement, le financement de votre recherche, ça passe par les programmes, européens. Est-ce que, comment en fait, c'était quoi votre, votre 1er pas dans l'Europe en fait? Comment vous avez fait pour rentrer dans l'Europe la première fois? Est-ce que c'est un du hasard? Est-ce que c'est par votre réseau? Est-ce que vous avez été embarqué par des partenaires que vous aviez déjà? Est-ce que, comment ça s'est Euh, fait? euh, oui, oui, c'est les réseaux. En gros, donc, il y a 20 ans, j'ai identifié ces premiers gènes impliqués dans l'autisme. Et donc, j'étais un peu, en tout cas, un peu incontournable au niveau génétique en Europe, parce que j'avais cette expérience que c'était tout nouveau à l'époque. On avait les premiers gènes. Donc, et après, mon groupe a toujours essayé de ne pas faire que de la génétique et d'essayer de comprendre les facettes. Donc, j'étais en contact avec mes. Et en France, c'est quand même compliqué l'autisme, je vous avoue. Et je vous dis, ça fait 6 ans que mes projets sont rejetés à la lettre d'intention. Même ceux qui sont acceptés à l'Europe après, j'ai un rejet de la France. Donc, j'étais obligé d'aller à l'Europe. Moi, tous mes collègues sont européens quasiment. Donc, mais c'est un peu peut-être particulier à la psychiatrie, à l'autisme en France, quoi. Mais en tout cas, moi, j'étais déjà européen avant, de fait. Hein, donc, à part de l'argent des fondations Bettencourt qui me finançaient en France, il n'y avait pas de financement français. Donc, j'étais obligé Et puis en plus, il y a une vision très ouverte de l'autisme avec des personnes autistes, avec ce qui est quand même difficile à faire en France. Ça commence à se faire, hein, mais il y a du boulot. OK, enfin moi je suis aussi impressionnée par le nombre de publications. On voit que effectivement la participation dans des programmes européens de cette ampleur, ça permet de, enfin voilà, de créer des liens avec d'autres entités et puis de publier, Oui, alors il y a un point extrêmement important, je trouve, qui est à mon avis. Donc d'abord, la relation avec les pharma, donc enfin je sais pas, moi je connais pas grand-chose, mais c'est pré-compétitif et tout ça. Donc il y a plusieurs pharma au début, il y avait d'autres. Là c'est Roche qui vraiment est très 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 actif. Il y a d'autres pharma aussi, mais qui sont plus peut-être sur les aspects animaux. Donc, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui a été très positif. Je n'étais pas obligatoirement convaincu au départ que ça serait. Parce que c'était vraiment là, enfin, puis c'est des histoires de personnes hein, aussi, hein, je pense que voilà. Et en fait, ça a été plutôt nous pousser à être un peu plus, de ne pas se contenter d'une p-value à 0,05, d'une valeur significative, et d'aller plus dans la stratification. Et tout ça. Moi, j'étais déjà convaincu, mais ça a poussé toute la recherche de l'IAMI à faire ça. Et donc ça, c'était vraiment important. Et puis le partage des données, parce que là, moi, je suis en charge de la base de données. Et là, on est en train de travailler sur comment partager ces données. Et on travaille avec les autistes, parce que les autistes n'ont pas vraiment envie qu'on partage ces données pour
il y a une partie des autistes qui revendiquent leur autisme. Il y a des autistes qui vont pas du tout bien et il y a des solutions médicales, mais il y a aussi une inclusion de la société des autistes. Et IAMI travaille sur ça aussi. C'est pas uniquement qu'on va faire une pilule pour que les autistes deviennent neurotypiques. Si en science, il n'y avait plus d'autistes, ça serait un peu compliqué peut-être. Donc voilà, donc c'est un peu aussi le message qu'on donne à l'IAMI et qui est vraiment, je trouve, joli, quoi. Et le partage des données, donc on est en train de travailler sur le fait que moi, je veux que ces données soient accessibles. Et ça, en France, on a quand même beaucoup de mal à rendre accessibles les données. Et pourtant, si moi, j'avais pas accès aux données de UK Biobank, aux données américaines, je pourrais pas travailler, quoi. Donc, je trouve que c'est pas normal, c'est pas éthique de ne pas aussi partager les choses. Dans un cadre, évidemment, où les gens acceptent de partager, mais les familles, je peux vous assurer que aller les voir, elles ont envie que la recherche avance et qu'on partage leurs données d'un point de vue sécurisé et éthique. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, j'en vois pas dans le chat. Peut-être si vous aviez un dernier conseil enfin, un conseil à donner aux futurs participants dans les projets IMI. D'abord que vraiment la relation avec les pharma, moi j'étais pas certain que ça soit clair, puis c'était pas évident au début. On me disait il y a 1 euro des pharma, 1 euro de l'Europe. Moi je voyais l'euro de l'Europe, mais je voyais pas l'euro des pharma. Donc après j'ai vu que c'était du in-kind et tout ça. Donc tu te demandes ce qu'ils font. Mais après, petit à petit, on discute, et puis après, c'est une histoire de personne. Hein. Donc, si vous tombez sur Chris Chatham, c'est un bonhomme incroyable. Il est à l'écoute, il peut autant apprendre que désapprendre, ce qui est quand même une qualité de dingue. C'est-à-dire qu'il n'est pas, il est pas obtus sur une stratégie, il écoute. Donc ça, c'est quand même super. Donc, faut pas avoir peur de ce. En France, à chaque fois, et pour le partage des données, par exemple, les gens me disent ah non, mais attends, les données vont aller au pharma, c'est horrible. Et je leur dis mais je vois pas avec qui on va faire des médicaments. Je veux dire, je vois pas avec qui on va faire des médicaments. Les familles, elles veulent des médicaments. Donc après, qu'il y a un contrat social entre les pharma et la société qui est un peu étrange des fois et qui est plus pour financier que santé publique. Et ça, c'est des combats qu'on doit faire, mais en tout cas, c'est avec eux qu'on doit travailler, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Dania. Écoute, Ouais. j'espère que je n'ai pas déçu tout le IMI de la Oh, volonté. non. Voilà. Non, c'est super. Non, c'était vraiment, puis c'est important parce qu'effectivement, il peut y avoir des réticences à participer à ce type de projet public-privé avec les pharma, et c'est vrai que votre témoignage est vraiment très, très positif et montre à quel point ça peut apporter pour la recherche, et donc voilà, très, très important. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Donc on va passer à un deuxième témoignage. Donc là, on avait le côté académique avec Thomas Bourgeron, et là, on va passer à un deuxième témoignage, donc le témoignage d'une PME, Hawkin, qui est représentée par madame Ashley Nicolet, qui est aide du portfolio management. So your presentation will be in English, as I understood. Je pense que ça va être mieux pour tout le monde si je parle en anglais. Okay, perfect. No problem. I think that everybody can understand English, so it's perfect. Okay. So do you want me to share your presentation, or Yeah, if you sometimes they have trouble with Teams, so if you can share it, that would be great, and I can just. Okay, let me try. I think I should have. Okay. Okay. Est-ce que vous voyez tous la présentation là? Je partage mon écran. Do you see the presentation? Mm-hmm. Okay. So if you just go to the first slide and then click the diaporama. Okay. Yes. Yes, perfect. Yeah. Up. Okay.
And then OK. the button next to partager, that should start the slide show. Ah, diaporama, OK. Oui, c'est ça. Merci. OK. Okay, thank you, Virginie, for having me. Again, I'm Ashley Nicolay from Oaken. I oversee our consortia projects, a number of them being IMI projects or IHI projects. So my role is head of portfolio management. My background, I was working in the US for a number of years at academic medical institutions and sort of an administrative operations role. And so that's my perspective for the presentation today is more of like an operational administrative focus on our participation in IMI grants. So I'm going to tell you a little bit about Oaken to start, our participation in IMI consortia, a bit of a case study from a recent project that we've been project coordinator on, talk a little bit about the benefits of an IHI project, some of our learnings, and then recommendations for you as you think about pursuing these opportunities in the future. So next slide, thank you. So who is Oaken? We are a French-American, and on the American side of that equation, startup that uses artificial intelligence to find the right treatment for every patient. Our focus is to use AI to discover and develop better treatments for unmet medical needs. We use AI to identify new drug candidates, de-risk and accelerate clinical trials, and build diagnostic tools that improve patient outcomes. Using federated learning, which is a framework for collaboration in AI, we enable medical and pharma partners to collaborate in machine learning while protecting sensitive patient and proprietary data. Next slide. So Oaken was founded with the belief that the future of precision medicine is in technologies that are able to unlock insights from vast amount of patient data in hospitals and research settings in a privacy-preserving and secure way. Beyond our cutting-edge technologies, our strongest belief is in the power of collective intelligence. We foster a global community of top physicians and researchers and focus on improving our fundamental understanding of disease mechanics. We collaborate with dozens of leading academic centers, research and life science institutions worldwide. Our platform is being used extensively in R&D, both internally at Oaken and within the setting of collaborative projects with outside institutions. And we use this platform to discover and develop better treatment for patients. Kind of a brief overview of who we are. And so here are the IHI projects that we are contributing to, kind of range a spectrum of both pharma projects and clinical projects, where we have been in roles on one end of the spectrum from a project coordinator leading the overall project in Melody to more of a service technology provider in other settings. So I'll talk a little briefly about each of these projects, and then I'll focus a bit more on Melody, where we've had the largest contribution. So Melody is a 3-year project, and we're coming to the end of this, where we're leveraging our federated learning technology to enable collaboration in machine learning in the context of small molecule drug development. So we're partnering with FBA partners as well as academic centers and other technology partners in our role as project coordinator. In Optima, this is a 5-year effort focused on real-world oncology data, and Oaken is contributing as a technology provider, where we're sort of testing proof of concept or piloting our federated learning technology across a couple of the centers. Likewise, in Big Picture, which is focused on digital pathology, we're testing proof of concept for our technology, but also supporting the project on R&D research type efforts. And then in ImmuCAN, a project focused on immuno-oncology, we're also supporting partners on machine learning research. Next slide. So digging in a little bit deeper to the Melody project, where I said we were project coordinator, we're kind of coming to the end of this 3-year endeavor, and I thought it would be a good opportunity to kind of reflect on our achievements, sort of outside of the scientific objectives of the study, and think it's
and think about like what we were successful in, what were our challenges. So this was a 3-year project where we were facilitating collaboration in machine learning, a really novel approach of what we were calling co-opetition, like a mix of collaboration amongst competitive or pharmaceutical companies. So really kind of a unique scenario where we're enabling this new form of collaboration across a number of institutions. I think we were really successful here in gaining the trust of the pharma companies and sort of testing and deploying our technology, but also sort of in the project management operations in general, ensuring strong communication, good project management. Like coming to the end of the project, we've gotten really good feedback from these partners that this is one of the best well managed projects, IMI projects that they've been involved in. Another achievement for Oken specifically, we were able to use the opportunity as a way to kind of up the standard for our technology in terms of privacy and building out capabilities that gain trust from these organizations. So we were really proud to go through a number of security audits with sort of sign off from these partners. In this context, we were able to develop proof of concept for our technology and develop new capabilities to meet the needs of these partners. In terms of the science of the project, we had really positive results and anticipate publications coming out in the coming months as we kind of near the end of the collaboration. And we also have ongoing conversations related to sustainability and thinking about how we can continue to leverage the work that was done inside of the project and continue to collaborate with these pharma partners and potentially expand to include new institutions, both focusing on sort of the small molecule drug development, which we focused on within the scope of the project, and then expanding into other potential use cases such as biologics or real world evidence. Next slide. So thinking about some of the benefits that Oken has realized as part of the IHI project in general, I would say in terms of business and marketing, it's been a great way for Oken to expand our footprint beyond France and connect with partners across Europe, even into Japan in the context of Melody. It's been a good opportunity in terms of sustainability and thinking about our business model long term and how we can leverage the work that was funded by the IHI to build our organization and business as a whole. I think in terms of reputation, it's been super important, like within the context of Melody. As I mentioned, we were successful in gaining the trust of the pharmaceutical companies, which I think is not to be underestimated. And that really helps to build our reputation as a company. And I think in other projects, we're also building relationships with academic centers, which may lead to other collaborative projects as well. In terms of the technology and the product, these projects provide an opportunity to develop new capabilities, test capabilities, establish proof of concept, do a bit of get some feedback in terms of sort of our market evaluation and value proposition, which is huge. In terms of R&D, obviously these projects can lead to breakthrough discoveries and new publications in top journals, which is another way to kind of expand our footprint and network. And lastly, kind of operationally, I think a benefit is that you get to build your organization, you have funding to recruit, and then within the context of the project, you can sometimes identify PhD postdocs that you might want to recruit, sort of following the end of the project. Slide.
So in terms of learnings and lessons learned, both I think kind of spanning the project search into proposal contributions, project participation, and then into sustainability. I'll walk through each of those kind of steps along the way. We've been successful in identifying opportunities both from like an inbound perspective, in which we publish things on our website, kind of outlining sort of our research interests and drive to collaborate, and getting sort of inbound requests from that way, from that sense. And then we also actively reach out to potential partners at networking events to kind of identify new opportunities for us to participate in. And we've really seen this as sort of a virtuous cycle of the more you become involved, the more opportunities you get, and the more opportunities you get, the more you're involved in. So I think we're kind of at this point now where we are launching a number of collaborative projects kind of at an increasing pace after we really establish ourselves in some of the core projects that we've been working on. Things to think about in terms of proposal contribution. I think as you're scoping out the proposal and organizing that work, I think maybe this is sort of self-evident, but something important to emphasize is to really be clear on the project objectives up front and the contributions of each of the partners, and kind of detailing that in a way that can be operationalized should the project be accepted and approved. And then thinking about the narrative of the project, I think it's important as well for your organization to kind of fit seamlessly into the objective of the overall project, as opposed to kind of like tweaking or forcing sort of that relationship. I think like there's some interest in including these like sort of novel, sexy technologies in the overall proposal, but you just want to make sure that it's a natural fit. In terms of project participation, I think these projects can be very time intensive, and great management skills are needed. I think what we found is that a clear governance model and decision-making process are really key, as well as strong leadership. I think those aspects really led to the success of the Melody project overall. So being thoughtful about that up front in the proposal process, I think is quite helpful. And then I should also mention that trust is key, and should be thoughtful about securing sort of answers to your IP questions up front as sort of probably part of the proposal process, so that the sort of contributions and relationships between the partners is clear up front, and you're left to negotiate that within the scope of the project. And then building good relationships with partners and being transparent is very important, as you'll be collaborating for a number of years on whatever endeavor. And then in terms of sustainability, like I said, in the case of Melody, these are really great opportunities for SMEs to explore their business model and thinking about how to leverage the project for business, sort of following the scope of the funded project. There are resources provided by the European Commission and the IHI that you can leverage that kind of help walk you through kind of the development of a business proposal, as well as sort of market analysis. Next slide. And I'm conscious that I think I'm almost over time. There's, I think, one final slide. In terms of recommendations, I would encourage you to check communications and webinars from the IHI. It can be a good opportunity for you to pitch your organization and kind of get your name out there as an organization that is interested in contributing to these projects.
in terms of resources, I think having a dedicated team working on applying to grants is ideal. They can be quite time consuming. There are some great organizations that you can contract the work to and partner with that have good experience with IHI grants specifically. So don't hesitate to go that route if you feel like you don't have the bandwidth or the capabilities in-house. And I would say having a robust team of skill sets is important, both from like a project management perspective and tech and science. Everyone should be contributing as you're formulating the proposal. I think getting organized up front is really important. Even in the proposal phase, I think a lesson learned that we had, like be really clear about sort of the meeting schedule, the systems you're using for communication, the expectations of each of the partners in contributing. I think not only is that like helpful for the organization of the proposal, but it like kind of translates into how you operate as a project team within the scope of the project itself. And then again, echoed throughout the presentation is the really importance of establishing relationships, building trust with each of the partners, and that can mean being accountable, making sure that you're fulfilling your commitments, and kind of just relationship building overall. So I'll pause there. I don't know, Virginie, if we still have a few moments for questions. Otherwise, you have my information on this screen here, and feel free to reach out. Okay, thank you very much, Ashley, for this very impressive presentation. I just would like to, because I don't see, okay, let me check if we have any question. Catherine, do you see the chat? Yeah, I can see the chat. I don't see any question for that moment. Okay, so I had a question regarding intellectual property, because usually the SME that would like to participate in the IMI or now IHI project, they are quite concerned about IP management, and I understood that you didn't have such problems. I mean, so how do you deal with that? And could you elaborate a bit on that? So I should preface this by saying I'm not an IP expert, but having your legal counsel be involved in even the proposal phase is quite helpful to kind of outline all of that. I think in the Melody project, we were successful in, as part of the proposal, kind of detailing out what we envision the sustainability model to look like, and identifying who kind of owns which pieces of IP, like tied to sort of the tasks in work package contributions. But I think, like in general, focusing on that topic early on and making that really clear up front is ideal, as opposed to like addressing that within the life of the project itself. Okay, thank you. Other questions? No, I don't see other question, but I have another question regarding the building of the project. As I understood, you built the project internally. You didn't ask for any help from private firms that are specialized in the building of your print project, or did you use some? I mean, did you have any advice or subcontracting with such such firms? Yeah. So in all of in each of the grants that I had highlighted, there was some project management support used up front to help with organizing the proposal process. We had done also a proposal that was not accepted in-house,
And I think these firms provide, they have a lot of experience applying for these grants, and so they kind of know what the IHI is looking for. They're very organized and can kind of guide you if you're kind of less familiar with the process. I would highly recommend investing in that if you're serious about a certain opportunity. Yeah, I would reach out and explore those firms. Okay. And if you should give a last advice for SME that would like to participate to IHI, what would you say? I don't want to repeat myself. I know I provided a number of recommendations, kind of echoed the same themes throughout my presentation. So I would just leave you with bon courage. Okay. Well, thank you very, very much for your presentation. It's very important to have a feedback from partners that and coordinators that are involved in this kind of project. So thank you very much. Donc, je voulais savoir s'il y avait d'autres questions, si vous voulez encore poser des questions à Ashley. Et sinon, de toute façon, le webinaire sera enregistré, donc vous avez toutes les coordonnées sur la présentation. Catherine, Vania? En tout cas, personne dans le chat ne se lance, mais si, je vois quelqu'un. Marie-Hélène Soto est en train de rédiger sa question. Si vous voulez prendre la parole, c'est possible aussi, directement. Oui. Ça va plus vite. Ok, donc on attend. Suspense. Non, donc il n'y a pas de questions, donc très, très intéressant. Ok. Merci beaucoup, Ashley. Donc je pense qu'on va pouvoir conclure ce webinaire. Voilà, donc là vous avez eu des témoignages à la fois d'académiques et de PME impliqués dans les projets IMI. Donc maintenant on est passé à la phase IHI, donc vous avez vu qu'il y avait quand même un certain nombre de règles qui ont changé. Donc IMI fait un gros effort de communication, donc je vous encourage encore une fois à participer à toutes les présentations. Si vous êtes intéressé par un des topics, à participer aux présentations. C'est aussi un moyen d'avoir des informations sur les potentiels participants, hein. Et puis n'oubliez pas que vous avez la possibilité, lorsque vous coordonnez un projet, en tout cas, d'être accompagné par le dispositif MRSEI, hein, qui vous permet de vous aider à construire votre projet européen. Maintenant, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle SRSEI, donc qui permet de vous aider à construire votre consortium, mais lorsque vous avez passé la première étape. Et pour les PME, vous avez un autre dispositif qui est géré par BPI France qui vous aide également à monter votre projet. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous contactez le PCN Santé, on vous donnera toutes les informations. Donc, je vous dis un grand merci pour votre participation. Un grand merci aux personnes, à Thomas Bourgeron et à Ashley Nicolet. Et puis, je vous souhaite bon courage. Et puis, pour votre participation dans les projets. Et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.